Donc Patrick Artus est maintenant conseiller économique de Natixis après avoir été le chef économiste de cette banque. Vous savez, Natixis, c'est la banque d'affaires des banques populaires et des caisses d'épargne. Donc, d'une part, et d'autre part, qui, lui, bon, était aussi un économiste. Enfin, les deux ont fait les mêmes études, au moins au départ, puisque voilà, ils ont fait Polytechnique tous les deux. Mais c'est vrai que Patrick est resté un économiste. Non. Alors que Marc Guillaume a fait sa rupture épistémologique, comme on disait dans le temps, à propos d'Althusser. Sa rupture épistémologique, au début des années 70, ça s'était traduit notamment par un bouquin que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, qui s'appelait L'Anti-économique, qui était un ouvrage qui avait été signé avec son camarade de promotion Jacques Attali, et qui avait effectivement bouleversé beaucoup de choses à l'époque, à un moment où c'est vrai que l'orthodoxie économique n'était pas très en vogue, ou n'était plus en vogue, c'était après 68. Et ceci l'a amené progressivement à se détacher de l'économie conventionnelle pour tourner, on va dire, ou en même temps, il est devenu éditeur puisqu'il a créé les éditions Descartes qu'il dirige toujours. Et donc, les deux, bien qu'ayant au fond la même enfance, éducation, ils sont devenus, pas du tout adversaires d'ailleurs, je crois, mais en tout cas avec des positions différentes. Et vous allez entendre ça tout de suite. Tu commences, Patrick ? Oui, merci Jean-Paul. Merci Jean-Paul. Je crois qu'on est très clair. Non, c'est allumé. Il faut que ce soit rouge. Oui, c'est rouge. Et là, c'est rien. Il a l'air de marcher. C'est mieux. Ah, voilà. Bien, bonsoir à tous. Donc, nous allons avoir ce débat dont Jean-Paul attend beaucoup. Et je ne sais pas si il faut en réalité en attendre beaucoup, parce que je pense que Marc et moi, nous allons nous placer sur des approches relativement différentes. Donc, je vais défendre la thèse qu'on ne peut pas réduire la durée du travail dans les circonstances présentes, mais que les circonstances futures sont extraordinairement incertaines. Et donc, quand je dis ça, je pourrais m'en aller, mais je verrai peut-être documenter un peu ce sujet. Alors, au centre du débat sur la durée du travail, il y a les gains de productivité. Alors, oui, peut-être un tout petit avant-propos. J'entendrai par durée du travail une baisse vraie de la durée du travail, une baisse du nombre d'heures par an qui est travaillé, que ce soit par une baisse de la durée du travail chaque semaine ou par une baisse, par un allongement de la période de vacances, etc. Je ne discuterai pas les propositions qui consistent à changer l'organisation du travail, par exemple à passer à la semaine de 4 jours, la durée du travail inchangée. Cela étant, on peut avoir quelques réserves, juste un mot sur ce sujet, on peut avoir quelques réserves sur le passage à la semaine de 4 jours à durée du travail inchangée, puisque l'expérience montre que ni les employeurs ni les salariés n'adhèrent réellement à ce changement d'organisation du travail, parce que vous avez des journées du travail nettement plus longues. Il faut faire 45 heures en 4 jours, 35 heures en 4 jours. Et donc, d'une part, il y a une fatigue, une baisse de productivité, et à la fin,
La plupart des entreprises qui ont testé cette organisation en reviennent ou ont une évaluation assez négative. Mais je vais vraiment me poser la question, peut-on baisser la durée du travail comme on l'a fait continuellement dans l'histoire, hein. On a une baisse continue de la durée du travail dans le temps, et peut-on avoir une nouvelle marche de baisse de la durée du travail sur l'année aujourd'hui? Alors la première question, et c'est la question essentielle, c'est la question des gains de productivité. Puisque que peut-on faire si on a des gains de productivité? Eh bien, on peut utiliser ces gains de productivité, et je parle de gains de productivité horaires, hein, d'une hausse de la production que fait chaque personne par heure, hein, par unité de temps. Que peut-on faire si on a une hausse de la productivité du travail? Et on peut faire trois choses. On peut accroître les profits des entreprises. Et les entreprises peut-être se serviront de cet accroissement des profits pour augmenter leurs investissements, ou bien peut-être ils utiliseront à distribuer ces profits à leurs actionnaires. On peut accroître le salaire par tête, hein, et puis on peut baisser la durée du travail. Donc on peut faire trois choses si on a des gains de productivité horaire du travail plus élevés. Et donc, dans un premier temps, je vais regarder ce qu'ont fait trois pays, hein, de leurs gains de productivité, c'est-à-dire les États-Unis, la zone euro et la France. Alors, voilà, comment utiliser les gains de productivité? Alors, déjà, un peu d'analyse historique. Enfin, historique, c'est sur les 25 ou 30 dernières années. Vous voyez que les gains de productivité sont les gains de productivité sur un an, chaque trimestre la ligne rouge, et puis comme il y a des chocs, il y a des crises, et donc je lisse ça, et je le lisse sur 4 ans pour obtenir la ligne bleue. Vous voyez qu'aux États-Unis, il y a eu une faiblesse de la productivité en 2013 et 2017, mais c'est très transitoire. Et à partir de 2017, on retrouve des gains de productivité de l'ordre de 2% par an, qui étaient les gains de productivité de la fin des années 1990. Donc les États-Unis ont une tendance de productivité, enfin qu'il n'y a pas de tendance claire. Il y a ce petit creux, mais il est transitoire. Quand vous regardez dans la zone euro, vous voyez, il y a une tendance déclinante de la productivité. Alors on commence à 3% par an, et on finit avec une productivité en baisse de 1% par an. Et quand vous lissez les choses, vous voyez clairement la baisse tendancielle de la productivité. Et quand vous regardez la France, c'est encore pire, hein, puisque la productivité est en recul depuis 2019. Hein. Et vous voyez qu'on part de 2% par an, et on arrive à moins 1 à peu près % par an. Si vous regardez la croissance de la productivité horaire du travail sur 3 sous-périodes, hein, 95-2007, 2008-2018 et 2019-2023, vous voyez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de tendance claire, hein, on est à 1,7 aujourd'hui, on était à 2. Dans la zone euro, il y a une décroissance assez forte, hein, de 1,4 à 0,3. Et en France, il y a une décroissance extraordinairement forte de 1,6 à moins 0,8. Alors, je regarderai après les explications. Bon, je peux faire ça tout de suite d'ailleurs. Quelles sont les explications qui sont avancées de ce recul de la productivité? Donc il y a d'une part des explications cycliques, hein, liées à la situation conjoncturelle. Par exemple, on a avancé que la hausse du taux d'emploi profitait surtout aux personnes peu qualifiées, et donc baissait le niveau moyen de la productivité de l'économie. Alors, cet argument est très utilisé. Malheureusement, il est entièrement faux. Si vous regardez la hausse du taux d'emploi par niveau d'éducation, elle est exactement la même
depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, les très qualifiés ont eu une hausse du taux d'emploi identique à la hausse du taux d'emploi des peu qualifiés. Donc ce n'est pas une explication pertinente. Une deuxième explication cyclique qui est avancée, c'est les difficultés d'embauche. Les entreprises qui ont des difficultés d'embauche importantes renonceraient à licencier, même si elles ont des carnets de commandes creux, parce qu'elles auraient peur de ne pas pouvoir réembaucher lorsque leur activité s'améliorera. Alors, cette explication est assez souvent avancée, par exemple par nos camarades de l'OFCE, hein, qui est un institut de conjoncture, mais je crois qu'elle est fausse aussi, parce que les difficultés d'embauche ont été extrêmement élevées aux États-Unis, et il n'y a pas eu du tout de ralentissement des gains de productivité. Donc je crois qu'il y a des explications structurelles au ralentissement de la productivité en Europe. Et il faut chercher des différences avec les États-Unis. Et il y a trois grandes différences avec les États-Unis, entre l'Europe et particulièrement entre la France et les États-Unis. Un, l'effort d'investissement en nouvelles technologies. Le taux d'investissement en nouvelles technologies est 2 fois plus élevé pratiquement aux États-Unis qu'en Europe. Deuxièmement, le niveau des dépenses de recherche-développement. On a 3,5% du PIB de dépenses de recherche-développement aux États-Unis, on a 2% du PIB en Europe, on a 2,2% en France. Et j'ai fait pas mal de papiers pour montrer que ces variables étaient pertinentes pour expliquer les écarts de gains de productivité entre les pays de l'OCDE. Et puis il y a tout ce qu'on a discuté ce matin, hein, qui est la différence d'attitude des salariés vis-à-vis du travail, hein, et peut-être un recul, hein, de l'appétit pour le travail en Europe par rapport aux États-Unis. Je crois que ces explications de la productivité sont pertinentes, et je ne crois pas que les explications conjoncturelles du recul de la productivité soient pertinentes. Et donc, on peut partir de l'idée qu'on va garder au moins pendant un certain temps une stagnation ou même un recul de la productivité en Europe et des gains de productivité assez élevés aux États-Unis, puisque ces écarts structurels entre les deux économies ne vont pas se résorber. Alors, je passe à la question qui est la question suivante. Comment a-t-on utilisé les gains de productivité dans le passé dans ces trois pays? Alors, pour ça, explication, donc je représente la productivité horaire du travail. Vous voyez qu'aux États-Unis, alors la date de départ, c'est 1995. Aux États-Unis, vous voyez, il y a un peu plus de 60% de hausse de la productivité horaire. Hein, on passe de 100 à 160 entre 1995 et la fin de 2023. Et je compare ces gains de productivité, d'une part, à l'évolution de la durée annuelle du travail. J'utilise la durée annuelle parce que c'est plus pertinent. Il y a des répartitions vacances, durée hebdomadaire différentes entre les pays. Et vous voyez qu'aux États-Unis, on a utilisé à peu près 10 points de gain de productivité dans les 165 points qu'on a eu pour baisser la durée du travail. Et on a utilisé 45 par rapport à 65% de gain de productivité pour monter les salaires réels. Et donc on n'a pas distribué toute la hausse des salaires réels aux salariés, loin de là. Les salariés américains n'ont reçu qu'à peu près les 2 tiers des gains de productivité. Et cela étant, c'est en comptant la période de la fin des années 90. Si je recommençais au début des années 2000, on aurait une distribution de la moitié à peu près des gains de productivité aux salariés aux États-Unis. Et troisième chose, vous voyez, la ligne, alors j'ai toujours la productivité, et la ligne bleue, c'est très intéressant, ça représente les marges des entreprises. Et vous voyez que l'essentiel des gains de productivité aux États-Unis ont été utilisés pour augmenter les profits des entreprises, augmenter les marges des entreprises. Et donc on a une utilisation de la productivité aux États-Unis, un peu pour baisser la durée du travail, pas beaucoup, enfin, pour monter les salaires, mais de manière insuffisante, puisque les salaires ne suivent pas la productivité, et beaucoup pour augmenter les taux de marge bénéficiaires des entreprises. Alors, si on fait le
le même calcul dans la zone euro. Alors il y a beaucoup moins de gains de productivité dans la zone euro. Vous voyez qu'il y a 30% de gains de productivité à la fin de 2023 par rapport à 1995, alors qu'il y avait 65% aux États-Unis. Hein. On utilise à peu près autant de la productivité pour baisser la durée horaire du travail. On a un défaut d'augmentation des salaires par rapport aux gains de productivité, mais qui est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Vous voyez, c'est moins de 10 points, alors qu'aux États-Unis, on avait pratiquement 30 points. Et on a une stabilité à peu près des marges, hein, vous voyez, c'est la courbe bleue, des marges bénéficiaires des entreprises. Donc dans la zone euro, on a utilisé les gains de productivité qui sont plus faibles qu'aux États-Unis pour baisser la durée du travail et pour augmenter les salaires réels. Et alors c'est très différent des États-Unis, puisqu'aux États-Unis, l'utilisation essentielle, c'était l'augmentation des marges bénéficiaires. Et si je regarde en France, pardon, j'ai perdu voilà, la productivité horaire de travail, alors elle baisse moins qu'aux États-Unis ou dans la zone euro depuis. Non, elle monte un peu moins même que dans la zone euro. Hein, on est à 125. L'utilisation pour baisser la durée du travail est assez surprenante, puisque la durée annuelle du travail baisse moins dans la zone euro, enfin, en France que dans la zone euro ou aux États-Unis depuis 1995. Et ça résulte du fait qu'il y a une très grande différence entre la durée officielle et la durée effective du travail dans les entreprises européennes. La durée effective du travail est beaucoup plus longue, et même s'est accrue récemment. Hein, et donc, en réalité, il n'y a pas un emploi plus fort en France que dans les autres pays de l'OCDE, des gains de productivité pour réduire la durée du travail. Si on regarde, les salaires réels, les salaires réels ont augmenté exactement comme la productivité du travail. Donc il n'y a pas d'anomalie dans le partage des revenus. Et il y a une légère baisse des taux de marge bénéficiaires, mais qui n'est pas énorme. Il y a une légère baisse des taux de marge bénéficiaires. Et donc en France, on a l'utilisation commune des gains de productivité pour réduire la durée du travail, et surtout on utilisait massivement les gains de productivité, même un peu plus que entièrement les gains de productivité pour augmenter les salaires réels. Voilà. Et donc, en synthèse, il y a vraiment un modèle américain et un modèle européen pour l'utilisation des gains de productivité. Il n'y a pas de grande différence pour l'utilisation à l'utilisation de la productivité pour réduire la durée du travail entre les trois pays, mais il y a une différence massive. Aux États-Unis, on utilise les gains de productivité surtout pour augmenter les marges bénéficiaires des entreprises, et dans la zone euro et en France, on utilise les gains de productivité surtout pour augmenter les salaires réels. C'est vraiment modèle américain, modèle européen. C'est le capitalisme américain et le capitalisme européen qui sont, comme on le sait, extrêmement différents, avec un capitalisme beaucoup plus favorable aux actionnaires aux États-Unis qu'en Europe. Alors, à ce stade, je n'ai pas encore répondu à la question de Jean-Paul. Hein, est-ce qu'on peut baisser la productivité? Est-ce qu'on peut baisser la durée du travail? On a vu qu'il n'y avait pas du tout de... Il y a plus... Enfin, je vais peut-être remonter. Où est-ce que je l'ai Est-ce que j'ai un autre graphique Oui, je peux avancer au lieu de remonter. Donc, on a vu que si on regarde... Je commenterai ça après. Donc, si on regarde la productivité... par tête aux États-Unis. Alors là, à nouveau, c'est la productivité par tête et pas la productivité horaire. Hein. On a une productivité par tête qui s'accroît, qui monte de 75%. La productivité horaire augmentait de 65% parce que le nombre d'heures a baissé de 10%. Donc
Voilà, donc, et aux États-Unis, on continue à avoir des gains de productivité qui jusqu'à la période, on a le premier trimestre 2024, jusqu'à la période la plus récente. Dans la zone euro, on a des gains de productivité qui sont à peu près plats depuis 2017. Et alors, ça permet de rejeter aussi un argument qui est de dire que c'est le Covid qui a déclenché le recul de la productivité. Non, vous voyez que la rupture, c'est au début de 2017. Hein, et ce n'est pas le Covid. Donc, c'est 3 ans avant le Covid. Il se passe quelque chose en 2017 qui arrête les gains de productivité. Et en France, hein, on a un recul. Vous voyez, la productivité par tête baisse d'à peu près 6% entre son pic de 2019 et aujourd'hui. Alors, a priori, quand vous avez, alors si je me concentre dans le cas américain, les États-Unis ont des marges de manœuvre. Donc ils pourraient utiliser leurs 2% de gains de productivité chaque année, un peu pour baisser la durée du travail, un peu pour augmenter les profits, un peu pour augmenter les salaires réels. Les Européens n'ont pas de marge de manœuvre du tout, et les Français ont des marges de manœuvre négatives, puisqu'on a un recul de 6% de la productivité. Et donc, si on voulait garder la proportionnalité entre les salaires réels et la productivité, d'abord, il aurait fallu baisser les salaires de 6%, donc ce n'est pas complètement réjouissant. Et puis, si on voulait compenser par la durée du travail la baisse de la productivité par tête, il faudrait augmenter la durée du travail de 6%. Hein. Voilà. Alors, le seul biais dans cette approche, c'est peut-être que la profitabilité des entreprises est extrêmement élevée et qu'il y a une possibilité, sans nuire à l'économie, de réduire la part des entreprises dans le partage des revenus et de soit augmenter les salaires, soit réduire la durée du travail. Donc la question que naturellement il faut se poser à ce stade, c'est la profitabilité des entreprises est-elle trop élevée ? Et a-t-on une marge de manœuvre pour transférer du revenu des entreprises aux salariés? Alors, c'est une question qu'il faut regarder de près, et alors je vais quand même devoir reculer. Alors, si vous regardez le taux de profit, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Si vous regardez le taux de profit des entreprises, alors j'ai tout cassé, alors je vais recommencer. Hop, et diaporama, le diaporama, c'est là. Hein. Voilà. Et donc, si vous regardez la profitabilité des entreprises américaines, vous voyez qu'elle a augmenté de 4 points de PIB depuis de 1995 à 2023. À la fin on n'a pas encore les chiffres du premier trimestre 2024, au quatrième trimestre 2023. Donc, retenez ce chiffre, je vous le rappellerai, 4 points de PIB de hausse des profits des entreprises américaines par rapport au PIB. Deuxième, la zone euro, vous voyez que vous avez 5 points de hausse du taux de profit des entreprises entre 1995 et 2023. Il ne faut pas essayer de comparer le taux de profit des entreprises de la zone euro au taux de profit des entreprises américaines, parce qu'il n'y a pas une même définition des entreprises. Dans la zone euro, on inclut les entreprises individuelles, et aux États-Unis, c'est uniquement les corporates, hein, donc les entreprises par action. Et si vous regardez la France, enfin, vous avez une hausse de à peu près 3 points, un peu moins que dans les autres pays, du taux de profit. Alors, est-ce que les profits sont trop élevés? Eh bien, il faut regarder, l'usage des profits, et il faut regarder l'usage des profits. Alors, il y a 2 usages des profits essentiellement. Il y a un usage des profits pour investir, qui est vertueux, et un usage des profits pour distribuer des dividendes, qui n'est pas vertueux s'il pousse à investir moins ou s'il amène une déformation au détriment des salariés du partage des revenus. Alors, je reviens à cette question. Et donc, je compare les taux d'investissement au taux de profit. Alors, aux États-Unis, vous voyez, le taux d'investissement par rapport au PIB, c'est la ligne brune, et il est à peu près plat.
Alors ça oscille énormément parce qu'il y a des récessions et des reprises, mais en gros, on a le même niveau qu'en 2023. On discute, enfin les économistes américains discutaient la croissance de 2015 à 2019 comme étant une recovery, une investment-less recovery, c'est un redressement économique, une reprise économique sans investissement. Et vous voyez que vous avez une stabilité du taux d'investissement des entreprises, alors que les taux de profit ont augmenté de 4 points de PIB. Et donc, on trouve en conséquence que, si vous regardez les taux de distribution des entreprises américaines, j'ai ajouté là les dividendes et les rachats d'actions. Et vous voyez que le taux de distribution des entreprises américaines, il est passé de 3% du PIB en 1995 à 7 ou 8%, 7% du PIB aujourd'hui. Et donc les entreprises américaines ont consacré leur augmentation des profits et dans leur part de la valeur ajoutée qui vient de la faiblesse des hausses de salaire et de la hausse des taux de marge, non pas à investir, mais à rémunérer davantage leurs actionnaires. Et donc c'est du capitalisme pur et ce n'est pas encourageant pour l'économie américaine parce que l'économie américaine sous-investit. Et d'ailleurs, la politique économique récente des États-Unis consiste à encourager les étrangers à investir aux États-Unis pour compléter ce sous-investissement des entreprises américaines. Alors maintenant, si je fais la même chose sur la zone euro, vous voyez que dans la zone euro, c'est la ligne bleue, le taux d'investissement des entreprises a augmenté de 1 point. Et si je regarde... Vous avez vu que le taux de profit des entreprises avait augmenté de 5 points et effectivement, alors pardon, j'ai tourné une slide de trop. Si vous regardez la ligne bleue, vous voyez, vous partez de à peu près 4 points de PIB de distribution aux actionnaires et vous arrivez à peu près 6 à... alors dans la zone euro, alors à moins de degrés qu'aux États-Unis, on a une faible utilisation, enfin une utilisation de l'augmentation des profits qui ne va que faiblement au supplément d'investissement et qui va pas mal à la hausse de la rémunération des actionnaires. Et alors la France est à nouveau très différente. Alors donc il faut que je recule. Si vous regardez le taux d'investissement de la France, alors c'est la ligne rouge, hein, vous voyez qu'il passe de 10 à 14% du PIB, il y a 4 points de plus de taux d'investissement. Il n'y avait que 3 points de plus de taux de profit. Hein, et donc la hausse des profits ne finance pas toute la hausse des investissements. Pourtant, il y a une hausse c'est la ligne rouge de la rémunération des actionnaires depuis 2017. Hein, on voit un mouvement de convergence de la France vers le modèle anglo-saxon de rémunération des actionnaires. Et comment ça s'équilibre? Ça s'équilibre par de l'endettement des entreprises. Donc les entreprises françaises se sont beaucoup endettées. Si vous regardez les taux d'endettement des entreprises, ils sont extrêmement élevés et ils augmentent beaucoup. Ils augmentent beaucoup plus que les taux d'endettement des entreprises américaines ou européennes, parce que il y a une contrainte de rémunérer autant les actionnaires qu'aux États-Unis. Vous savez qu'il y a simplement quelques années qu'on parle de rachat d'actions en Europe, et ça se développe énormément. Et donc, il manque d'argent pour financer. Et alors, il y a un effort d'investissement en France considérable, et il manque d'argent pour financer cet effort d'investissement, et donc cet effort d'investissement est financé par l'endettement. Donc, résumé, donc je réponds enfin à la question de Jean-Paul, et après, j'ai encore besoin de 3 minutes pour discuter l'avenir. Aujourd'hui, si je me concentre sur le cas de la France, il n'y a certainement pas de marge de manœuvre pour réduire le temps de travail ou pour augmenter les salaires des salariés, puisque la productivité du travail a reculé considérablement de 6%. Et donc la réponse à la question de Jean-Paul est non. Et on a même une situation inquiétante parce que les entreprises françaises, par
mimétisme, ou obligation de se comporter à peu près comme les entreprises anglo-saxonnes augmente fortement leur distribution de profits aux actionnaires. Et elles ont besoin d'investir beaucoup, ce qui fait qu'elles sont condamnées à s'endetter beaucoup pour financer ces investissements. Et donc, il n'y a vraiment pas de marge de manœuvre pour baisser la durée du travail, ce qui baisserait à nouveau la production, les profits des entreprises, ou pour augmenter les salaires. Alors, la question maintenant, on parle du présent, et est-ce qu'on peut regarder dans le futur? Alors, je crois, le débat, on l'a déjà abordé tout au long de cette journée. Le débat, c'est sur l'effet de l'intelligence artificielle sur la productivité, donc sur les profits, donc ce que m'a mentionné Jean-Paul, et donc sur l'activité, donc sur les recettes fiscales, donc sur les marges de manœuvre budgétaires, etc. Et alors, je crois honnêtement qu'il est impossible aujourd'hui de tirer des leçons de la littérature de recherche sur les effets de l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, il y a 2 auteurs qui sont des grands spécialistes de la productivité des entreprises, de la technologie, qui sont Daron Acemoglu et David Autor. Et Daron Acemoglu a fait il y a quelques semaines un papier qui a assez frappé les esprits, qui expliquait qu'il ne voyait à peu près aucun effet de l'intelligence artificielle sur la productivité, parce qu'il y avait un effet positif qui était que les salariés qui utilisaient l'intelligence artificielle étaient plus efficaces, mais il y avait un effet négatif qui était les coûts, et les coûts sociaux, les coûts économiques de l'intelligence artificielle, par exemple le nombre de fake news, l'emploi dans les entreprises qui allait exploser dans les services de déontologie ou de sécurité informatique, etc. Et que donc en balance, les effets positifs et négatifs sur la productivité étaient à peu près équivalents. Alors David Autor nous dit pas du tout l'intelligence artificielle va avoir des effets extrêmement positifs sur la productivité, parce que c'est l'occasion d'augmenter fortement les compétences de la classe moyenne, donc des salariés de niveau intermédiaire d'éducation, qui vont devoir assimiler l'intelligence artificielle parce qu'ils en auront besoin dans leur emploi. Et donc il y aura un effet positif sur le niveau de compétence des salariés qui se traduira par une hausse de la productivité. Voilà. Alors on a l'expérience d'Internet. Et quand on regarde, alors Internet, on a 25 ans ou même 30 ans pratiquement de recul, hein, et quand on regarde le bilan d'Internet, c'est assez intéressant. Il y a eu un effet très positif sur la productivité des entreprises qui se sont mises à utiliser Internet. C'est quand même beaucoup plus facile de gérer une entreprise avec Internet qu'avec un papier et un crayon, quoi, hein, mais il y a eu un effet négatif d'Internet au travers des créations d'emplois non qualifiés liés à Internet. Par exemple, les chauffeurs Uber, ou les livreurs d'Amazon. Et le deuxième effet l'a emporté sur le second. C'est-à-dire qu'au total, Internet a réduit la productivité du travail avec une très grande différenciation entre les emplois qualifiés et les emplois peu qualifiés. Il y a eu beaucoup plus d'emplois peu qualifiés. Et alors, peut-on attendre l'équivalent de l'intelligence artificielle? Peut-être que, je ne sais pas, il faut plaider l'ignorance. Hein, à ce stade, il y a des résultats si contradictoires des études, mais peut-être qu'on va avoir quelque chose du même genre. On va avoir une partie de la population qui aura ses compétences très, très augmentées, et puis il va apparaître de nouveaux emplois qui seront très peu qualifiés. Par exemple, des millions d'Indiens qui nourriront Internet par des données, par des photos, etc. Ou les entreprises qui devront chasser les fake news qui les concernent, etc. Et donc on ne sait pas. Donc honnêtement, il est beaucoup trop tôt, je crois, pour faire une prévision de l'effet de l'intelligence artificielle sur la productivité. Donc si on reste dans la situation présente de recul léger de la productivité dans la zone euro et rapide de la productivité en France, il est absolument clair que si on veut éviter une catastrophe sur les finances publiques, sur les moyens de financer la transition énergétique,
il ne faut pas penser soit à des augmentations de salaire, soit à une baisse de la durée du travail, parce que ça ferait immédiatement contracter l'économie. Et malheureusement, on n'a pas, nous, les marges de manœuvre des Américains qui peuvent choisir ce qui font des gains de productivité, puisqu'on a une productivité qui a massivement reculé depuis 2019. Jean-Paul, je m'arrête là.